Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Il sort aujourd'hui, c'est bien ça, Danny Turcotte? Oui, absolument. C'est maintenant sur les tablettes. Il est tout chaud. Je suis surpris que tu puisses le tenir. Ben oui, il est chaud, 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 chaud. En plus, c'est chaud, chaud, chaud. Il y a un barbecue sur la page couverture. Vous pouvez pas le manquer. Le premier roman de Danny Turcotte que vous connaissez bien, ça s'intitule Les Belles Humeurs. Oui, absolument. C'est une famille gay, les Belles Humeurs. Ben, pas tous, mais... Pas tous, visiblement. Il y a un mononcle, papa. Il y a un mononcle. En essence, je vais essayer de monter le son de mon micro. Papa Belle Humeur, il est pas mal mononcle. Oui, mais on en connaît tous des gens comme ça. C'est très... Il n'y a pas une famille où il n'y a pas son mononcle qui est un peu à côté de la traque. Oui. Puis qui est homophobe, parce que c'est de ça dont il s'agit. Là. Il est extrêmement homophobe, on peut le dire. Pour lui, gay, là, c'est une vraie insulte. Là. Ben, c'est une honte. Il veut pas ça dans sa famille. Mais lui, il faut dire que c'est une famille où aussi il y a une différence d'âge entre la femme et le mari. Lui est un peu plus vieux. Il est né dans les années 50, les années où son père était lui-même homophobe. Ça fait que ça s'est transmis de génération en génération. Ce qu'on comprend dans ton roman, Danny, puis ça me faisait... Tu sais, au début, c'est pour ça que tout le monde te pose la question en entrevue, est-ce que c'est autobiographique? Puis tu dis non, je me suis basée sur plein de commentaires. Mais ce qu'on comprend, puis je pensais beaucoup au film de Jean-Marc Vallée. Oui. Crazy. Crazy. Oui, absolument. C'est un film qui m'a marqué énormément. C'est un de mes films préférés du cinéma, et du cinéma en tout cas. Tu t'es comme inspiré un peu? Ça t'a fait... Pas vraiment. J'ai même jamais pensé. C'est la première personne qui m'en parle, ouais. Mais moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Je me disais, le père, qui a de la misère avec l'homosexualité de son fils. Mais dans le film, on voit que c'est pas parce que il est homophobe pour être homophobe. C'est plus qu'il s'inquiète pour son fils. C'est souvent ça. Tu sais, toi, ton personnage, le père, Daniel, il s'inquiète pour Julien. Il se dit, c'est la dernière affaire que je veux pour mon fils. Lui, il dit il va attraper le sida, il va devenir pédophile, toutes des craintes que j'ai déjà entendues. Il va se faire niaiser. C'est des choses que j'ai entendues par certaines personnes. Fait qu'il y a un fond d'amour quand même. Tu sais, il aime son fils. Il veut le protéger de ça, mais en même temps, il a semé la graine dans ce garçon-là est complètement détruit. Ça lui prend des années avant de faire son coming out. Il y a 28 ans quand il décide d'affronter son père qui est très toxique, il faut le dire. Puis la famille est comme un petit peu sous son joug. Il fait semblant d'être hétérosexuel, même. Le fils, il s'inscrit sur Tinder, puis il reçoit une fille à la maison. Ça se passe assez mal. Ouais. Et c'est là qu'il décide qu'il y a comme ça bascule dans sa tête. T'as-tu fait ça, toi? Non, moi, ça s'est bien passé. Je sais que ça s'est bien passé, mais t'as-tu, à un moment donné, comme testé ton... tu veux dire aller coucher avec des filles? Ouais, genre. Ben, dans la phase d'exploration. Peut-être d'essayer maintenant, là. Non, mais il y a tout le temps une phase d'exploration. Ben, j'ai eu des blondes. Il y a tout le temps une phase dans la vie, je sais pas, c'est peut-être moi, mais on est un peu bi, non? Moi, c'est drôle dans ma... Ça va pas qui, Isabelle? Ben oui, peut-être, je sais pas. C'est une très bonne question levez à poser à notre auditoire. Levez la main, les gens qui sont un peu bi. Une phase... Gardez les mains sur le volant, ceux qui sont dans l'auto. Une phase fluide. Non, c'est pas, ça me fait rire. On dirait que c'est juste les jeunes d'aujourd'hui qui ont... Ben, c'est plus ouvert d'esprit, évidemment. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai eu des blondes. J'ai frenché jusqu'à être irrité autour de la bouche, frenché des soirées de temps, mais ça allait jamais plus loin que ça. Peut-être que la fille aurait... T'as-tu frenché Marie-Lise Pilote? Marie-Lise, on s'est jamais frenché, non. Mais il n'est jamais trop tard. Ça fait 2 fois que tu le dis, là. Oui. Danny, je me demandais, tu disais que des personnages un peu homophobes, là, comme il y a dans ton livre... Un peu, tu dis? C'est homophobe solide de Daniel on en connaît. Il y en a autour de nous, il y en a dans nos familles. Comment on doit s'adresser à ces gens-là? Est-ce qu'on doit essayer de les changer? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? C'est difficile d'agir avec ces gens-là. Essayer de leur faire comprendre que ça pourrait être leur fils, ça pourrait être leur fille, parce que souvent, ils vont parler d'une personne qui n'est pas dans leur famille. Ils veulent pas avoir ça autour d'eux, mais ça pourrait être dans leur famille, ça pourrait être leur frère. Il y en a peut-être déjà eu, puis ils l'ont jamais su aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont décédés avec leur secret. C'est arrivé aussi. Des gens qui ont été refoulés jusqu'à la mort. Là, c'est malheureux. Aujourd'hui, ça n'existe plus, j'espère. C'est une de mes questions. Est-ce que sortir du placard aujourd'hui, c'est encore un enjeu? Oui, absolument. Et je pense que oui, parce que ça prend encore des modèles pour certains plus jeunes, pour qui c'est moins facile. J'en ai vu des gens de 25, 26 ans qui ont attendu pour sortir du placard à cet âge-là, puis qui ont eu des blondes, puis qui ont fait semblant. Ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Avec tout ce qu'on a dit. Oui. Avec tout ce qu'on dit. Mais t'as Donald Trump à l'autre bout qui passe son temps à dire des propos homophobes, transphobes et tout. C'est sûr que ça décoince des gens, ça ouvre le robinet de l'homophobie des gens qui n'osaient pas s'affirmer
fermés vont finalement le dire. Moi, je vais vous le dire, ça me dérange finalement. Fait que c'est lui, il leur donne, il ouvre la valve. Lui. Et c'est pour ça, d'après toi, que les jeunes, tu as vu, il y a des sondages là, qui ont été faits. Dans les polyvalentes, il y a une recrudescence de l'homophobie. Exact. On déchire des drapeaux LGBT. Il y a les comités qui existaient avant LGBT sont maintenant beaucoup plus clandestins. À une époque où il y avait comme 25 personnes dans la polyvalente qui s'inscrivaient dans le club LGBTQ, mais maintenant c'est devenu un peu c'est moins bien vu d'être dans ce comité-là. On repart dans le tabou? On recule dans plusieurs secteurs d'ailleurs. Ouais. Je pense que monsieur à l'autre bout il ruisselle sur un peu tout le monde. Trump? Ouais. La couleur des temps? Ouais. Mais c'est quand même pas le nommer. C'est quand même triste, ce retour de l'homophobie. Puis comment on peut lutter pour ça? Retour de la misogynie aussi. Tout ça, là. Ouais, je veux dire, les femmes, je disais que les nouvelles générations, les hommes sont de leur bord, les jeunes filles sont de leur bord, les filles sont de gauche, les garçons sont de droite. Ouais. Fait que c'est qu'est-ce que ça fera pas des enfants forts, ça, là, non? Par rapport à ça, à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, c'est très sensible, mais il y a des gens qui posent la question de la culture commune en disant que, bon, dans les écoles, il y a des communautés qui sont moins à l'aise avec ce genre de sujet-là. Oui. Comment est-ce qu'on réussit à ramener tout le monde un peu dans nos valeurs inclusives québécoises? En parler partout, ici, écrire des livres, continuer d'aborder le sujet, de dire que c'est pas une maladie, il faut encore en arriver à ça. Puis il y a des communautés, effectivement, que c'est plus compliqué. Par leur histoire culturelle, ils sont moins sensibilisés à ça. Mais il faut aussi, parce qu'il y en a aussi des homosexuels dans ces communautés-là. Je veux dire, il y en a dans toute la société au complet. Il y en a chez les animaux, alors... Tu parles aussi dans ton livre en souligne... Tu as l'espèce d'enjeu de masculinité aussi. Oui. Tu le dis toi-même, d'ailleurs, c'est pas évident pour les hommes de parler. Puis nous, c'est quelque chose c'est un sujet que j'aime bien aborder à l'émission parce qu'on a beaucoup d'hommes qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui appellent aussi. Puis quand on parle de sujet de masculinité, c'est toujours délicat parce que comment on arrive à faire sortir la parole masculine aujourd'hui sans qu'elle sorte tout croche, justement? Ça se fera pas en une journée. Là. Je pense que c'est un travail. Moi, je travaille sur moi-même aussi. Je suis un homme. Puis j'ai de la misère à exprimer mes sentiments. Puis quand je suis malade, je le dis pas. Puis tu sais, encore, c'est resté. C'est dans l'ADN. Je sais pas pourquoi, mais on est comme ça. On a de la misère à dire à quelqu'un « je t'aime ». Ça vient de loin. Ça vient de ce qu'on nous a légué. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos pères. Mon père disait rien, moi. Il nous aimait, mais il nous le disait pas. Il nous passait la main dans les cheveux un petit peu. Mais c'était pas mal tout ce qu'il était capable de faire. Ton père, il t'a jamais dit « je t'aime » ? Jamais. Ma mère, souvent. Ouais. Moi, je le dis régulièrement à tout le monde sur la rue, partout. Non, mais je l'ai dit à ma mère régulièrement. Mon père, je lui ai-tu dit aussi, mais là, il est tard un peu, il est décédé. Ouais. Mais on se le disait à notre façon. Tu sais, mon père, il fallait le lire un peu. C'était comme un Maurice Richard. Il parlait pas beaucoup. Là. C'est de cette génération-là qui les mots étaient difficiles à faire sortir. Des fois, il disait 2 mots, mais ces 2 mots-là voulaient dire beaucoup. Là. Des fois, c'est quasiment mieux que des gens qui parlent trop. Oui, mais c'est important quand même d'être capable d'exprimer ses sentiments. Ça, je le vois de plus en plus. Moi, je connais des gens, là, moi j'ai 37 ans, j'ai des gens dans la trentaine qui se sont fait dire « je t'aime » par leurs parents pour la première fois alors qu'ils étaient dans la trentaine. Là. On sent que il y a un travail qui est fait. Puis même les gens qui nous écoutent, là, j'ai l'impression que vous le ressentez. Ça vaut la peine de le nommer. Ça peut faire tellement de bien, autant aux parents qu'à l'enfant et vice-versa. Puis je disais les enfants sont parfois devenus des adultes, là, mais ça peut améliorer une relation, là, de s'ouvrir un peu plus là-dessus. Là. On passe par-dessus la petite gêne. Il y a même des femmes qui sont pas capables de dire ça. Oui. Il n'y a pas juste les hommes. Là. Je veux pas rebondir, mais j'ai déjà vu des femmes qui avaient de la misère et c'était le père qui était plus ouvert puis la mère était plus froide. C'est arrivé aussi dans l'histoire. Oui, sans doute, sans doute. Je sais que tu veux écrire sur l'itinérance parce que tu as tellement aimé cette première expérience de romancier. Tu as envie de faire la suite. As-tu déjà mis les premières phrases là, j'ai le synopsis de ton prochain? Une quinzaine de pages d'écrites. Ma première phrase que j'ai écrite, c'est « Édouard est seul au monde ». Puis pour l'instant, c'est mon titre de travail. C'est bon, ça? Il me semble que ça dit beaucoup déjà. Ouais. Et là, tu veux parler de la... Parce que quand on parle de la parole, la solitude des hommes, souvent les hommes sont...
les hommes sont dans la rue. Il y a beaucoup d'hommes dans la rue, des hommes désespérés, des hommes justement qui ont quitté leur famille, qui ont dû quitter leur famille ou qui ont été éjectés de leur famille pour toutes sortes de raisons personnelles. Mais des fois, des fois c'est l'argent. On parlait de crédit tout à l'heure. Tu sais, quand tu te ramasses avec une un effet domino de misère. Là. Tu sais, on avait Isabelle qui s'est séparée, qui nous racontait ça, puis qu'elle avait soudainement des dettes, puis l'hypothèque, puis puis bon... Mais des fois, tu te sépares, puis souvent, tu as la dépression qui se met là-dedans. Fait que, bref, la rue s'est rapprochée du monde et beaucoup des hommes. On est tous... beaucoup de femmes aussi. Aussi, je dirais, parce qu'il y en avait pas, il y en avait pas du tout avant. Puis maintenant, on voit beaucoup de femmes dans la rue. Et des jeunes. On voit beaucoup de monde dans la rue. C'est déchirant. Puis c'est pas juste à Montréal, c'est partout au Québec. Édouard, il a quel âge, mettons? Édouard, là, je l'ai parti à la naissance. Là. Ah, okay, il naît dans la rue. Oh, il naît dans la rue? D'une femme qui est dans la rue, ouais. Y a-tu été laissé sur le... Ben là, demande-moi pas trop. Parle-moi de mon... Mais non, mais t'as vu cette semaine... On parle de mon futur roman. Mais non, mais écoute, c'est parce que... Donne-moi le temps de l'écrire. Oui, non, mais ça, c'est vrai, mais c'est parce que cette semaine, t'as vu l'actualité, le petit bébé qui a été laissé? Oui, mais ça, il me semble qu'on voyait ça souvent à l'époque, les gens qui allaient porter leur enfant à la crèche pour essayer de lui donner une vie parce qu'eux n'étaient pas capables de lui offrir. Mais là, tu déposes ton bébé... Chez des inconnus sur le pas de la porte. C'est effroyable, mais tu sais, quand on dit les romans... C'est un petit garçon qui naît dans la rue. C'est une histoire de roman, là. C'est une histoire épouvantable, mais on connaît pas toute l'histoire non plus. Là, pour l'instant, on voit une silhouette d'une personne qui va porter. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Ça te nourrit, l'actualité. On le voit avec ta famille Belle Humeur. T'es nourri par cette actualité. Oui, mais moi, je suis comme... comment ils appellent ça? Un buvard? Non, mais les éponges, ce qu'ils mettent dans la ville pour boire l'eau, là. Ah, les parcs éponges. Ouais, je suis un parc éponge. Voilà. Un parc éponge. Et j'écoute beaucoup les gens. Je parle beaucoup avec les gens partout depuis longtemps parce que j'ai fait la petite séduction où j'ai rencontré des millions de personnes. Tout le monde en parle. Ça a été quand même quelque chose de gros aussi. Je me rappelle pas de ça. J'ai été à tout le monde. Est-ce que tu t'ennuies de ça? Non. En terminant ton livre, je me disais, oh mon Dieu, c'est le fun. Mais là, puis je t'entendais dans les entrevues dire à quel point c'est comme un nouveau métier que tu t'es découvert. Même si tu as été humoriste, on a écrit des textes. Puis, merci de me rappeler ce que j'ai fait. Non, mais c'est ça. T'en as fait des affaires d'Annie Turcotte. Oui, c'est fou. J'en ai fait beaucoup, mais ça me plaît beaucoup, l'écriture, parce qu'on dirait que c'est tout ce que j'ai appris dans tout ce que j'ai fait. Qui t'amène là? Qui m'amène là. Tout le monde en parle. J'ai adoré l'expérience. C'est une émission qui m'a mis au monde. Même si je l'étais déjà avant, j'avais fait 20 ans. T'as pas mis au monde. Non, j'avais fait 20 ans de tournée. C'est ça. Mais j'ai tellement rencontré de gens. C'est le groupe sanguin qui t'a mis au monde, non? C'est ma mère. Oui, il y a ça. Alors, dis-y donc que tu l'aimes, c'est ça. On aime nos mères. Ben oui, je t'aime, maman. Voilà. Bon, tu vois, t'es capable. Tout le monde est capable. Ben oui. Mais tout le monde en parle, j'ai aimé ça, mais la pression de cette émission-là est immense et très forte et ça m'a usé. Ça m'a complètement brisé. Puis quand j'ai terminé l'émission, quand j'ai quitté avec fracas, tout le monde le sait, j'avais besoin de me reconstruire avec quelque chose. Puis l'os sur lequel je suis tombé, c'est l'écriture. Puis ça tombe bien, j'aime ça. Et c'est derrière toi, cet épisode, qui a quand même été plusieurs années. Là. Absolument. Tu reparles à Guilla, finalement? On ne s'est pas reparlé encore. Ah, c'est-tu vrai? Lui, il avait dit dans les médias qu'il fallait que je le contacte. Il y avait toutes sortes de choses. Tu l'as pas appelé? J'ai envoyé un texto, mais il n'a pas répondu. Ah, bon, appelle-le donc. Puis dis que tu l'aimes. J'ai envoyé un livre avec une dédicace. As-tu envoyé C'était quoi la dédicace? J'ai dit, je sais que tu n'as pas aimé le premier livre, je t'en ai écrit un autre. C'est bien cool. Puis là, j'ai signé ton ex. Ah, tu vois. Écoute, peut-être qu'il va... non, mais moi, je veux pas aller à Tout le monde en parle là, pour parler du livre. Les romanciers vont jamais à Tout le monde en parle, à moins qu'ils vendent 100 000 copies. Fait que quand j'aurai vendu 100 000, j'irai. Parlant du livre, il y a Mac de Québec qui espère un format audio. Est-ce que c'est dans les plans, Dany? J'ai fait l'autre en format audio. C'est toute une expérience de studio, là, de s'écouter parler pendant 14 heures. Là, c'est quelque chose. Mais là-dedans, il y a beaucoup de personnages. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'aimerais bien le faire en audio aussi. Voilà. Alors, Mike, la réponse est lancée. On se le souhaite. Et tu faisais référence à ton premier livre qui a été publié l'année dernière. C'était Des Turcotte et Fils. Oui. Voilà. Alors, là, c'est Les Belles Humeurs. Roman à l'eau de vaisselle. Et c'est vraiment une très belle illustration, d'ailleurs. C'est un party qui tourne mal. C'est comme un barbecue qui chie, on peut le dire. Ouais. Mais il y a vraiment... on ne dira pas les punchs. Là. Non. Non. Mais tu as eu du plaisir un peu? Oui, complètement. Oui. Mais je trouvais ça intéressant. Mais c'est sûr qu'on pense à toi tout le long, là, tu comprends? Je pense que tu m'aimes. Je t'aime. Complètement. Hey, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de Puis lâche pas. Merci beaucoup. Merci bien.